On commente l'actu aujourd'hui avec Miki Mchikli, directrice générale de Weborama. Bonjour. Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Bonjour, chers amis. Et également avec nous en visio aujourd'hui David Bouni, qui est professeur, directeur du département sciences économiques et sociales de Télécom Paris. Bonjour David Bouni. Vous avez piloté l'étude Les grandes entreprises face aux défis de la souveraineté numérique, sujet ô combien suivi dans Smartech. Alors, c'est la deuxième édition de cette étude. Vous avez mené des grands entretiens avec des grandes entreprises pour savoir finalement comment elles envisageaient cette question de la souveraineté, quelles étaient leurs attentes. Mais alors, je vais vous poser une première question peut-être qui va vous sembler un peu provocatrice, mais est-ce que ce n'est pas un premier biais dans votre étude finalement de demander aux entreprises qu'elles attendent de la souveraineté, puisqu'elles vont sans doute vous dire quelles sont leurs pratiques actuelles et pas forcément se projeter sur quelque chose de très différent? Oui, alors ça c'est tout l'enjeu de l'étude justement, c'est de combiner à la fois la recherche académique, c'est-à-dire qui prend de la distance en dehors des partenaires, et également nos partenaires, et voir comment nos partenaires s'approprient ces questions de souveraineté numérique qui sont très souvent abordées à des niveaux très supérieurs au niveau des gouvernements ou intergouvernemental. Donc non, c'est pas un biais. Il faut à la fois les deux jambes, c'est-à-dire le recul de l'académique et le confronter au réel et aux préoccupations des entreprises. Alors, si je devais retenir une grande idée de cette étude, c'est l'autarcie est une quête illusoire, l'autonomie totale pareil, l'indépendance absolue n'est pas le combat à mener. En fait, la clé, c'est une hybridation entre ouverture et contrôle. Expliquez-nous finalement quelle est cette doctrine qui se dessine et est-ce qu'elle est en phase avec la doctrine actuelle de la France ? Oui, elle est tout à fait en phase. Donc, je vous écoutais précédemment où vous disiez en fait qu'il faut un contrôle de la chaîne de la valeur de A à Z sur ces technologies numériques. Et en fait, c'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible parce que dans le numérique, justement, quand on part du matériel, des microprocesseurs jusqu'aux couches logicielles, c'est tout un écosystème d'entreprises qui sont très internationalisées avec le Singapour, Taïwan, l'Europe, la Chine et les États-Unis, bien entendu. Et donc, ces entreprises-là, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les partenaires, essaient de comprendre quelle est la dépendance à certaines technologies et à certains pays pour essayer de transformer cette dépendance qui est souvent subie sur certaines technologies, par exemple les technologies du cloud, en dépendance choisie ou en interdépendance, c'est-à-dire qu'il faut prendre acte qu'on ne peut pas maîtriser toute la chaîne de la valeur, mais qu'il va falloir contrôler, il va falloir un diagnostic assez précis pour mesurer la dépendance et la transformer en interdépendance, c'est-à-dire avoir le choix et contrôler ce choix des technologies avec lesquelles, et des acteurs avec lesquels je souhaite travailler. Alors, je ferai réagir nos deux commentateurs en plateau après, finalement, sur ce sujet, parce que je sais que vous êtes pressés, donc je dois vous garder en ligne pour vous poser mes questions d'abord. Alors, vous dites qu'il y a quand même des technologies très critiques sur lesquelles on doit assurer notre souveraineté, là, dès maintenant. Et en l'occurrence, il s'agit de cybersécurité et de cloud. Comment on fait sur ces deux points ? Sur ces deux points, cloud, le constat qui était l'année dernière, était que sur le cloud, en fait, ce qu'on appelle les hyperscalers, donc ces grandes entreprises américaines qui fournissent le cloud, ont pris beaucoup d'avance, notamment pas tant sur les infrastructures, mais sur les couches logicielles, et que sur les couches logicielles, nos entreprises partenaires disent qu'il est difficile en fait de se passer de ces grandes entreprises américaines. Donc il y a des technologies sur lesquelles en fait on subit une dépendance et il y en a d'autres pour lesquelles donc le rapport de force est négatif, mais il y en a d'autres comme le quantique où justement ces technologies critiques sont des technologies de rupture vis-à-vis de l'avenir où les choses ne sont pas jouées. Donc il y a des grands géants du numérique qui ont verrouillé tout un ensemble de technologies, du cloud jusqu'au l'IA, l'intelligence artificielle sur les données plutôt personnelles, mais même sur les données, par exemple sur l'intelligence artificielle plutôt avec des données industrielles des entreprises. Le jeu n'est pas encore, la bataille n'est pas encore perdue. Donc il existe en fait des technologies critiques
en cybersécurité, notamment on travaille beaucoup avec Thales, sur l'IA de confiance, l'IA explicable, avec de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, sur lesquels en fait ces grands géants du numérique se positionnent mais n'ont pas encore gagné la bataille. Et le grand enjeu, bien évidemment, que vous évoquiez juste avant, c'est la 5G, la 6G et maintenant le quantique, sur lequel la France et l'Europe, notamment, parce qu'il faut agrandir un petit peu, voilà, prendre un petit peu de recul et agrandir les territoires. L'Europe, en fait, est plutôt en avance sur certaines technologies, avec des startups qui sont vraiment très très efficaces, comme je pense à Alice et Bob, avec qui justement on vient juste d'interagir, comptent parmi les meilleurs spécialistes mondiaux en fait sur ces technologies. Ça va beaucoup plaire à Alain, hein, miser sur le coup d'après. Mais bon, je vous ferai commenter après tous les deux. Sur la question du soutien de la puissance publique, vous évoquez plusieurs choses que l'on devrait faire, d'ailleurs qui sont quand même déjà enclenchées. Vous ne parlez pas de la question de l'achat de technologies souveraines du côté de l'État ? On en parle, mais on n'est pas convaincu. Enfin, c'est un levier, mais il existe beaucoup de leviers. Donc, c'est un levier qui est très important par exemple, donc aujourd'hui, l'idée n'est pas nécessairement de créer des startups, ou en tout cas, c'est plus l'accent. C'est-à-dire, il faut continuer à créer des startups, mais il faut arriver à une maturité et à solidifier un petit peu tout l'écosystème. D'où le changement un petit peu de stratégie du gouvernement, c'est-à-dire, c'est pas seulement amorcer, mais maintenant, il faut solidifier et passer à l'échelle. La commande publique est bien entendu fondamentale, mais c'est pas le seul levier. Une des théories qui est un petit peu la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que pour l'instant, la demande en technologie d'entreprises françaises ou européennes était peut-être en deçà, notamment sur le cloud par exemple, des entreprises américaines, donc un niveau de maturité qui était un petit peu moindre. Une autre théorie qui a été portée par le gouvernement précédent et qui fait assez écho à ce qu'on trouve aussi dans la littérature académique, c'est que plus la demande en technologie va être importante, plus ça va demander faire appel à de nouvelles compétences, entreprises, besoins sur le marché, et plus en fait cet écosystème-là va grandir. Donc il y a un levier qui est la commande publique, mais il y a aussi la commande privée, c'est-à-dire rendre mature et développer cet écosystème pour avoir plus de services cloud, plus de demandes de services sur la 5G, le quantique, etc., etc. Donc c'est deux pieds en fait. C'est à la fois la commande publique et une préoccupation du pouvoir politique qui est très présente en France et en Europe, notamment avec Thierry Breton en fin de journée, mais également le secteur privé où il faut se mobiliser. Et donc l'observatoire, c'est vraiment l'écosystème justement où on réfléchit avec des industriels à ce soutien en fait des technologies numériques, des technologies critiques de la souveraineté numérique. Une dernier petit point, et après je vous libère. Vous dites, en gros, si on ne gagne pas cette bataille, c'est zéro profit, zéro droit de parole, zéro talent ? On pousse le trait un petit peu, mais c'est effectivement les trois enjeux. Zéro profit, le défi important, c'est la compétitivité pour toutes les entreprises. Pour être compétitif, il faut comprendre, il faut établir un diagnostic justement de ces rapports de force. Donc la fuite de la valeur, effectivement, c'est le cœur des préoccupations des entreprises. Comment rester compétitive? La crise du récit, on le voit avec les entreprises américaines, elles ne sont pas seulement compétitives, mais ça s'accompagne en fait d'un récit, d'une culture de la technologie qui est souvent un petit peu déficiente en France et en Europe. On a souvent tendance à ne pas accompagner le récit ou l'histoire des technologies et se concentrer uniquement sur sa valeur. Et le déficit des compétences, et évidemment, c'est le cœur du réacteur. C'est comment maintenir en France et en Europe nos talents. Et donc, je suis professeur dans une école d'ingénieurs. Donc, comment les maintenir en France et en Europe sur ces technologies pour servir justement la compétitivité des entreprises sur le territoire français et européen. Donc effectivement, c'est fuite de la valeur, être attentif à la fuite de la valeur, la crise du récit, donc donner de la parole aux entreprises françaises et européennes et contrôler en fait les compétences pour nourrir en fait le territoire et les entreprises françaises et européennes. Merci beaucoup David Bouni d'avoir commenté cette étude, votre étude. Vous êtes professeur, directeur du département sciences économiques et sociales chez Télécom Paris. Alors on va passer aux commentaires, donc je vous libère, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Mikim,
de l'indépendance subie qui deviendrait une indépendance choisie? D'abord, je souligne la qualité de l'étude. C'est assez formidable d'avoir ce rapport, vraiment très riche, avec des citations, avec un positionnement très clair. Les explications de David Bouni aussi. Tout à fait. Ouais. Les 3 points de conclusion qui me semblent fondamentaux, le premier, c'est celui qui est le point de base, c'est la formation. Et vraiment, je vois le système, j'ai beaucoup vécu à l'étranger dans différents pays, je vois le système de formation de la France, il y a encore beaucoup de progrès à faire, pour des enfants dans les écoles d'ingénieurs, etc. Il y a un peu ce sujet d'abrutissement versus épanouissement dans d'autres écosystèmes. Ce sujet de formation, il est fondamental parce que aussi quand on vit à l'étranger, on voit que c'est une communauté qui se crée. Communauté veut dire dans le futur collaboration. On est ensemble, on se connaît, on ouvre. Et il faut que cette collaboration soit ouverte également à toutes les classes sociales. Donc c'est cet enjeu, finalement, de ne pas donner le pouvoir simplement à une élite qui va voir que son propre profit, mais déjà, à la base, d'être mélangé avec des individus qui viennent de différentes sources ou différentes familles. Le point d'après, on parlera de diversité d'ailleurs à la fin de l'émission. Voilà, diversité, ça me paraît fondamental. Le point d'après, c'est bien sûr donc la collaboration. Donc là, il faut vraiment l'ancrer dans nos valeurs et on ne l'a pas suffisamment, je trouve, en France. Et ça, c'est un point qui est développé, effectivement, travailler autour des écosystèmes, créer des écosystèmes. C'est fondamental. Nous, on est une petite société française avec un rayonnement dans l'Europe et à l'international. Et on voit que la difficulté de créer son écosystème est forte, même avec des entreprises françaises. Donc ça, ce sujet-là, il devrait y avoir quelque part, au moins dans les consultations, une sorte d'obligation ou de geste spontané de se dire, alors, c'est qui les acteurs en puissance ? Souvent, ils le font, ils disent, oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils parlent français. Ouais, il faut aller au-delà. Voilà. Et enfin, je trouve que tout l'aspect où il pose les piliers du partage de la valeur et de trouver un certain équilibre est fondamental parce que vous pouvez utiliser une technologie qui finalement n'est pas forcément souveraine, mais apporter la touche, le savoir-faire qui lui est souverain, qui fait que vous créez un produit unique. Et ça fait la différence sur le marché pour le go-to-market. Alain, je disais que ça allait vous plaire, cette idée de... bon, il y a des batailles sur lesquelles c'est compliqué, mais il y en a d'autres quand même où on est bien positionné, et ça, c'est l'avenir. C'est ce que j'ai adoré dans cette étude. C'est on va chercher le quantique, on va chercher l'IA expliqué, on va chercher un certain nombre de choses pour lesquelles les jeux ne sont pas faits, et il faut s'y mettre. Après, il y a quand même un peu de vœu pieux dans cette histoire. Hein. On va choisir notre dépendance, on ne va pas la subir. Bon, tout ça reste in fine un rapport de force, même dans le choix d'un écosystème. On peut dire qu'on a envie de faire les meilleurs écosystèmes de la Terre. Quand on est nouvel entrant, on y va tout petit. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui sort de l'eau et qui veut winner takes all. Ça, pour l'instant, c'est pas encore passé de mode, cette histoire. Et donc, il nous manque, on a plein de belles startups, il nous manque l'étape intermédiaire qui fait qu'un grand groupe va choisir une start-up plutôt qu'un truc déjà établi. Donc c'est la zone grise, c'est comment on fait pour croître comment on fait pour faire une licorne suffisamment établie. Et puis in fine, une boîte, elle veut quoi ? Elle veut gagner de l'argent. Donc le partage de la valeur, c'est bien. C'est effectivement des choses qu'il faut envisager, mais il ne faut jamais oublier l'intérêt de chaque entreprise. C'est la limite un peu de l'exercice. Un académique, qui va évidemment dire on se met tous autour de la table, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Ça marche aussi en Chine, hein. Mais c'est bien les seuls endroits où ça marche. C'est-à-dire qu'après, même les meilleurs amis du monde qui se sont fréquentés sur les bonnes universités, il y a des couteaux qui sont tirés assez régulièrement. C'est pour ça que là, c'est plein d'histoires. Un pas moins grand que de dire on va viser une souveraineté totale, on va essayer d'avoir une indépendance choisie, mais le fait de le faire avec ces grandes entreprises qui sont décisionnaires, qui ont les carnets de commandes, c'est un premier pas. Et tout à fait. Il faudrait que ces grandes entreprises acceptent de prendre des risques sur des technologies en devenir. Certaines le font quand même. Allez, on continue, on enchaîne. D'autres actualités, je voulais quand même vous montrer cette voiture télécommandable. Alors, on va vous diffuser les images, j'imagine, mais c'est un fournisseur de services de mobilité verte estonien qui s'appelle Elmo, qui a fait une démonstration dans Paris hier. Et cette voiture, elle est complètement... Alors là, bon, il y a quelqu'un derrière le volant, mais l'idée, c'est qu'elle est pilotée entièrement à distance. Donc, on peut se faire livrer
sa voiture chez soi sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Ça, c'est un service qui est intéressant pour tout ce qui est l'autopartage. Aujourd'hui, on doit aller sur les bornes, on doit se rendre à des endroits précis pour aller chercher une voiture qu'on va partager. Demain, on peut imaginer, visiblement en Estonie, ça progresse pas mal, on peut imaginer qu'on a besoin d'une voiture partagée, on appelle l'application et elle arrive directement en bas de chez nous. Ah, c'est un super coup de pub. La preuve, on en parle tous. Et c'est effectivement le jockey en pantoufles. Ah, le jockey, c'est celui qui va déplacer les véhicules en libre partage quand ils sont laissés en déshérence, plus de batterie, etc. Et effectivement, on n'a plus besoin d'aller à la borne. Donc effectivement, et puis ça fait rêver une voiture qui est pilotée à distance dans la vraie vie. D'habitude, mais en même temps, ça fait un peu vintage, je trouve, ce côté télécommande avec... Et voilà, mais ça résonne. Ça résonne, c'est très très bien. Après, ils ont raison de faire ce qu'ils font pour des réseaux publicitaires, de promotion et de se faire connaître d'abord. Voilà, le coup d'après, on le sait tous, c'est la voiture autonome. Qui marche sans pilote. Voilà. Donc, qu'il soit à bord ou qu'il soit à distance. Ouais. C'est juste un peu bizarre. Bon, et puis là, ça veut dire qu'il faut avoir quand même un super réseau 4G parce que c'est piloté en utilisant la 4G. C'est l'autre problème. De pilotage à quelques centaines de kilomètres de distance. Non, mais pourquoi pas ? Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, effectivement, s'il y a une borne qui tombe, la voiture est folle. Ouais. Enfin, ou alors, il faut qu'elle freine, mais si elle est, je sais pas enfin, en termes de régulation, il y a un vrai sujet. Vous coupez n'importe quoi, une saturation de réseau, n'importe quoi. On n'est pas en 5G. Quand on autorise ça à Paris, c'est pas fait. En 5G, il y aura effectivement la possibilité de verticaliser des bouts de réseau. Donc en 5G, ça peut éventuellement s'envisager, mais en 4G, c'est la folie furieuse, au sens... c'est d'une dangerosité extrême. Bon, le temps file, donc Mikim, je vais vous faire réagir à l'actu d'après. Oui, avec plaisir. L'amende Twitter, donc un accord a été trouvé aux États-Unis avec donc la justice. Twitter paiera 150 millions de dollars pour avoir réalisé du ciblage, pour avoir fourni des données personnelles, en l'occurrence des adresses mail et des téléphones, des numéros de téléphone d'utilisateurs qui étaient demandés uniquement pour des raisons d'identification, pour la connexion au service Twitter et qui a servi, alors on nous dit Twitter par inadvertance, à du ciblage publicitaire de 2013 à 2019 quand même. Tiens, c'est long pour... Par inadvertance. Une petite distraction. Oui, on est au cœur du sujet. Les sujets de RGPD, de protection des données personnelles, du consentement. Des gens qui utilisent un service. Ça veut dire que même aux États-Unis, ça ne passe plus ce type de pratique. Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, je trouve, parce que eux, ils n'ont pas adopté RGPD, ils n'ont pas mis toutes les contraintes et les garde-fous. Ils sont un peu extrémistes. Il y a des États qui ont dit nous on interdit tout, on fait passer des lois, et puis il y a des États très très laxistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Petit clin d'œil quand même sur ce qui se passe avec Elon Musk et Twitter, parce que il prétend qu'il y a des faux utilisateurs. Tiens, on sait tous qu'il y a des faux utilisateurs. Maintenant, on utilise des données personnelles sans consentement à des fins d'usage publicitaire. Mais lui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est baisser le prix et la valorisation de l'entreprise pour essayer de l'accueillir, pour continuer à en faire son outil de propagande personnelle. Dans le microblogging, il est tout seul. C'est dangereux. Il n'y a aucune réglementation qui ne l'arrêtera, parce que c'est une boîte noire, donc même DMA, qui pose quand même les principes de base d'un business. Le règlement européen en cours de finalisation n'arrêtera pas ce danger-là. Et c'est vraiment son seul but, puisqu'il l'utilise à des fins de sondage sur que pensez-vous de la liberté d'expression, alors que finalement, c'est quand même l'arroseur arrosé. C'est incroyable. Mais c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour les États-Unis, pour les citoyens, d'être protégés et que ces affaires sortent. Un mot, Alain ? Oui, 150 millions d'amendes pour 140 millions d'adresses pendant 6 ans. Ouais. À une adresse par mois, ça fait 1,5 centime l'adresse. Ils ont gagné beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas un encouragement à les arrêter. Ah, vous pensez que c'est pas... Si vous faites le calcul, voilà. Mais j'ai pas réussi à obtenir un vrai chiffre de combien ça leur a rapporté. Oui, alors ils ne font pas non plus des revenus mirobolants dans l'univers, parce que ce n'est pas le réseau qui a développé le plus, justement. Ils étaient très low-key par rapport à tous les autres, et donc ils pensaient passer sur tous les radars. Et quel est le prix d'une adresse email personnalisée sur le marché ?
Mais c'est ça. Et voilà. Donc moi, je suis très conservateur avec ce que je viens de vous annoncer. Donc ils ont sûrement gagné beaucoup. Parce que ça, et sinon, je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est plus... La boîte noire fait que c'est... Enfin, on a une chance, ils ont une chance inouïe de trouver la faille. Parce que ça aurait pu rester caché. Ça resté caché pendant 6 ans. Ça peut être resté caché beaucoup plus longtemps. Et plus vous avez des plateformes intégrées verticalement, vous savez ce contre quoi l'Europe se bat, plus c'est intégré verticalement, moins vous avez ce qui se passe au milieu, plus une boîte noire et moins le régulateur peut appliquer la loi. C'est peut-être Elon Musk lui-même, finalement. C'est pas Twitter le champion moins cher. sur les revenus liés aux pubs et au ciblage publicitaire. Facebook fait beaucoup mieux quand même dans le domaine. Et on a appris que Sheryl Sandberg, dirigeante historique de Facebook, avait démissionné hier soir. Ça continue d'aller mal, j'ai envie de dire, sur Facebook. Alors, Meta, quand même, est un peu protégée par le tweet qu'a publié Sheryl Sandberg, dans lequel elle précise qu'elle continue à rester au conseil d'administration. Donc, elle ne les plante pas totalement. Après, c'est un cycle. Hein. Je ne pense pas... Je ne la connais pas beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle quitte le navire. C'est quelqu'un de solide, c'est une sacrée nana. Je pense qu'il y a tout un... Vous avez lu son livre, vous aussi, c'est ça? Tout un tas d'éléments. Et puis, sa vie est absolument incroyable. Il y a tout un tas d'éléments qui font que... C'est une battante. C'est une battante. Il est probable qu'il y ait une divergence en termes de vision stratégique, ce qui arrive. Et c'est comme ça qu'un dirigeant dit, bon, bah, c'est plus de mon temps, je m'en vais. Ce qui est sûr, c'est que Meta prend en ce moment des coups. Parce que sa monnaie ne marche pas, et là il se retire, le fameux Lyria, le métavers c'est très controversé, beaucoup de papiers sur ça va pas marcher, voilà. Et puis la baisse des recettes publicitaires qui ont fait chuter. Bon, on a, allez, je nous donne 1 minute pour traiter cette directive qui est entrée en vigueur le 28 mai, une directive omnibus pour lutter contre ces prix gonflés et ces faux avis qui pullulent sur Internet. Ça va imposer de nouvelles obligations aux sites de vente en ligne sur la manière dont ils construisent leurs promos. Il faudrait vraiment avoir un prix de référence à 6 mois, je crois, c'est ça qui est imposé. Donc, bon, peu importe. Oui, pardon. Mois. Je crois que c'était 1 mois. Ça va être 30 derniers 30 jours, je crois. Oui. Un mois, c'est pas énorme alors. Alors justement, je voulais avoir votre avis sur cette directive omnibus. Est-ce que vous pensez qu'on va être davantage, mieux protégé contre ces faux avis, ces prix gonflés? Évidemment. Il y a des, et là, pour le coup, pas déjà des pratiques qui étaient déjà existantes, ça, la vérification des prix? Non. Mais en plus, personne, vous n'avez pas l'obligation de le dire. La vérification des faux avis? Non. Voilà. C'est un vrai beau sujet. Il reste encore quelques petits trous dans la raquette. Hein. Vous lancez un nouveau produit, vous faites un prix d'appel, il n'y a pas de référence. Mais bon, peu importe. Là, je suis vraiment à la marge. Ou l'accumulation de promotions aussi, j'ai vu. S'il y a beaucoup de promotions, finalement, le prix de référence est plus et puis, le prix personnalisé. Si vous êtes tout le temps en train de chercher un billet d'avion et que vous ne l'achetez jamais, le prix se met à monter. Non, mais il y a aussi un autre biais. Il y a cet algorithme-là, mais il y a aussi le fait que l'algorithme peut avoir accès à votre historique, d'où l'intérêt de supprimer les cookies tiers. Parce que si il détermine que vous avez un pouvoir d'achat plus important, le prix pourrait monter. Oui. Il y a quand même des choses un peu perverses. Les algorithmes derrière... Il est temps de les arrêter, en tout cas de les freiner. Absolument. Les réguler. Merci beaucoup à tous les deux. Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci Delphine. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, on parle de diversité.